Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, mercredi dernier, nous vous avons proposé une vidéo spécialement consacrée à la question du Japon, à la fois comme destination devenue presque naturelle pour les Animaux Fantastiques 4, mais aussi comme cible également commerciale de la Warner Bros. Compte tenu des très bons résultats engendrés par les secrets de Dumbledore, mais aussi d'un marché consacré à Harry Potter particulièrement fort et surtout qui ne s'arrête absolument jamais. On le sait, les Japonais ont beaucoup de chance. En plus de bénéficier d'une représentation de Harry Potter et l'Enfant Maudit, d'un parc Universal à Osaka, d'une boutique Minalima et évidemment avec des extensions qui devraient arriver incessamment sous peu pour le parc Universal, il va avoir le plaisir d'accueillir dès l'année 2023 un Warner Bros. Studio Tour flambant neuf promettant de très nombreuses nouveautés, mais aussi un contenu interactif encore plus poussé que dans la version originale à Londres. Bref, vous l'aurez compris, on adorerait être un petit peu à la place des Japonais. Le Japon et sa place dans le monde magique demeurent pour le moment quelque chose d'assez peu représenté dans l'œuvre de J.K. Rowling. Pour ne pas dire d'ailleurs qu'en dehors de ses notes mises à disposition sur Pottermore, le Japon est presque un grand oublié finalement du monde magique. Et pourtant, cela n'empêche ni les Japonais d'adorer Harry Potter, ni d'adorer les animaux fantastiques, et de se jeter littéralement sur tout ce qui concerne les franchises du Wizarding World. Le Japon est donc devenu l'un des pays cibles de la Warner Bros. Depuis plusieurs années. Ce n'est évidemment pas prêt de s'arrêter en si bon chemin, disons-le très honnêtement. Pour être même tout à fait honnête, il ne serait pas du tout impossible, comme on le disait dans notre précédente vidéo, que la Warner Bros. Puisse amener les Animaux Fantastiques 4 ou 5 vers le Japon. Tout s'y prête au final. Les bons résultats, évidemment, du troisième volet, Les Secrets de Dumbledore, le contexte historique, qui devra nécessairement nous rapprocher de la Seconde Guerre mondiale et qu'on ne peut ignorer, l'implication en fait des Japonais dans la boucherie de ce conflit. Bref, toutes les raisons sont là, toutes les raisons sont nombreuses, en effet, de voir le Japon se manifester à un moment ou à un autre, mais il y aurait aussi pas mal de choses à nous faire découvrir sur l'histoire de la magie au Japon, sur la manière dont cette dernière s'est développée, s'est organisée. Bref, il y aurait encore quand même beaucoup de choses à dire, vous l'aurez compris, sur le Japon. Et justement, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'école de magie japonaise, un peu à la manière dont nous l'avions fait pour Durmstrang, pour Poudlard, pour Beauxbatons ou encore pour Ilvermorny, que nous aimons tout particulièrement. Comme à notre habitude, nous allons tenter de vous emmener à la découverte d'une école très différente, vous allez le voir, de celle de Poudlard, une école qui n'a en réalité rien à voir avec ses concurrentes, dans la mesure où cette dernière se trouve être bien originale. Ce qui, on va le dire entre nous, n'a absolument rien de très étonnant. Le Japon est un vieux pays avec une histoire séculaire, mais aussi des traditions très ancrées. On ne peut pas comparer le Japon, y compris dans le monde des moldus, à aucun autre pays du monde. Il semble pour le coup assez évident qu'il en est exactement de même pour le monde magique japonais. Vu de loin, l'approche du Japon dans Harry Potter peut sembler anecdotique, et c'est vrai qu'elle n'est absolument pas prépondérante dans la vie du monde magique. Cependant, au fur et à mesure de l'expansion de l'univers de J.K. Rowling, on constate que le Japon occupe cependant une place quand même pas si anecdotique que cela. L'école de magie japonaise, Mao Tokoro, débute à une date pour le moment totalement inconnue. Tout juste sait-on que J.K. Rowling parle d'une école ancienne, voire très ancienne, à contrario par exemple de l'école américaine Ilvermorny, qui est une école relativement récente. On peut imaginer, si on se reporte sur des données historiques, que l'école de magie japonaise pourrait rivaliser avec les écoles européennes sur sa période de création, voire même, effectivement, elle pourrait être un petit peu plus antérieure, d'ailleurs, aux écoles européennes. On sait que la magie en Asie est très particulière, on le voit d'ailleurs avec la Chine et le Bhoutan dans les secrets de Dumbledore. Première différence avec ses concurrentes européennes ou américaines, c'est que Mao Tokoro n'attend pas l'âge de la préadolescence pour enseigner l'usage de la magie aux enfants. En effet, l'école débute la sélection de ses élèves dès l'âge de 7 ans. La formation et la scolarité commencent, elles, en réalité à l'âge de 11 ans. Mais le fait de sélectionner les enfants aussitôt est quelque chose de très rare, mais qui cadre aussi avec le très haut niveau d'exigence reconnu aux Japonais, notamment dans le secteur éducatif. Cette sélection précoce a en réalité, à notre sens, un inconvénient majeur, celui de ne pas prendre en compte le fait que chaque enfant, tout sorcier en fait de naissance qu'il soit, peut avancer à un rythme tout à fait différent de la majorité des autres enfants. Parlons-nous très honnêtement, avec un système de sélection si précoce, un enfant par exemple comme Neville Londubat aurait été en incapacité de rejoindre Mao Tokoro. Certains enfants, comme ce fut le cas pour Harry Potter, démontrent très tôt des dispositions pour la pratique de la magie. Pour d'autres, cela prend du temps, beaucoup de temps. Cette dimension n'est d'ailleurs pas explicitée par J.K. Rowling, mais elle montre avec beaucoup d'intérêt ce que le sentiment de rejet peut provoquer chez un enfant doté de pouvoirs magiques. Cela se transforme en obscuris et on en revient donc à l'histoire d'Ariana Dumbledore, puis à celle d'Aureus Dumbledore dans une approche un peu plus contemporaine. Ainsi, on peut s'interroger sur le fait que le monde magique japonais n'aurait pas tendance à risquer
risquer de faire émerger quand même de très nombreux obscurus au fur et à mesure où les enfants se verraient refuser l'accès à Mao Tokoro car pas sélectionnés en fait à l'âge de 7 ans. On ne sait pas exactement comment fonctionne le processus de sélection de l'école. On ne sait pas s'il est analogue en fait à celui de Poudlard par exemple avec un livre et une plume d'acceptation. Chaque école établit sa sélection d'une manière très différente les unes des autres, ça on le sait, et là nous butons donc véritablement sur une forme de mystère. Une autre immense différence avec Poudlard, c'est le fait que les enfants ne sont pas scolarisés tout au long de l'année au sein de l'école. Contrairement à Poudlard, par exemple, les élèves ne dorment même pas dans les dortoirs toute l'année en dehors des vacances scolaires, ou en l'occurrence, ils rentrent à leur domicile, en fait, chaque jour en faisant des allers-retours sur le dos de pétrole de tempêtes géants. Les pétroles de tempête sont en réalité des oiseaux de mer, connus en fait pour leur rapidité et la manière dont ils savent résister à la force du vent. L'iconographie japonaise, tout comme l'animation d'ailleurs, donne souvent une représentation d'enfants parcourant le monde sur le dos de créatures mythiques. J.K. Rowling opère donc ici une sorte en fait d'emprunt culturel tout à fait bien pensé dans un univers de la magie qui semble lié à la fois à la tradition japonaise, mais aussi les représentations les plus populaires. On peut imaginer que le fait que les enfants retournent chaque jour à leur domicile est aussi une manière pour J.K. Rowling d'illustrer l'importance du lien familial et de la famille en général dans la culture japonaise et plus largement dans la culture asiatique. Si l'Angleterre est par exemple tout à fait rompue à la pratique des dortoirs et des pensionnats, il est vrai qu'au Japon cette pratique, un peu comme en France, demeure pour le coup totalement marginale. Le statut de l'enfant au Japon est d'ailleurs un peu particulier dans un pays qui fait face à une crise démographique absolument cataclysmique depuis des décennies. On peut imaginer que J.K. Rowling aura là aussi puiser son inspiration. Impossible d'imaginer, en effet, un enfant au Japon loin de son foyer familial. L'emplacement de l'école, pour le coup, n'est pas du tout quelque chose d'inconnu, à l'instar de Darmstrang ou de Beaubaton, où nous bénéficions finalement que de très peu d'informations précises sur leur localisation. En l'occurrence, comme Ilvermorny, on sait que Mao Tokoro se trouve au sommet d'une île volcanique, celle de Minami Iwojima, connue par les Moldus comme étant particulièrement dangereuse et inhospitalière. Mao Tokoro se trouve être un palais de jade blanche, on le sait, situé au sommet du point culminant de l'île, et on peut imaginer évidemment la beauté de l'édifice qui, soumis aux rayons du soleil, apparemment doit resplendir comme jamais. Le système des maisons et donc de la répartition telle qu'on la connaît à Poudlard ou à Ilvermorny n'est pour le coup absolument pas reproduit au Japon. En tout cas, rien ne vient à ce stade nous contredire sur ce point. On sait que les élèves reçoivent de l'école elle-même des robes enchantées qui vont suivre l'évolution des enfants. Cette évolution est aussi bien physique pour s'adapter à une morphologie par définition en pleine évolution, qu'académique dans la mesure où les robes vont changer de couleur d'année en année en fonction des réussites de l'élève d'un point de vue purement académique. J.K. Rowling détaille ainsi que les robes sont au début de la scolarité d'une couleur rose pâle et finiront par devenir d'une couleur d'or si l'élève réussit effectivement à obtenir les meilleurs résultats dans les matières magiques qui sont enseignées à Mao Tokoro. On sait aussi que les robes magiques peuvent prendre en compte les agissements en fait des élèves. Par exemple, J.K. Rowling nous dit que si un élève venait à trahir le code du sorcier japonais, qui a l'air d'être un conglomérat de règles en addition au code international du secret magique, sa robe deviendrait automatiquement blanche. Ceci est bien pratique pour recourir à quelques châtiments. On sait que la robe magique aura également le même comportement si l'étudiant se livre à une pratique illégale de la magie, à savoir avoir recours évidemment à la magie noire, ou si ce dernier enfreint le code international du secret magique. Le fait que la robe magique devienne blanche entraîne de facto une sorte d'exclusion dans le monde magique japonais. La scolarité est interrompue promptement et c'est ensuite le ministère japonais de la magie qui prend la suite pour d'éventuelles déclinaisons pénales. Les Japonais ont une aversion particulièrement forte vis-à-vis des personnes qui auraient tendance à s'éloigner un peu trop des règlements et des lois en vigueur. En l'occurrence, on observe dans la société magique le même phénomène que ce que l'on peut connaître dans le monde des Moldus. Les Japonais sont connus pour être un peuple, en tout cas chez eux, particulièrement respectueux des lois. On parle de taux de criminalité parmi les plus faibles au monde et également du fait que les Japonais excluent véritablement de la société toute personne qui viendrait contrevenir aux règles. Bon, en réalité, cette affirmation est un peu à pondérer car elle relève en fait bien plus du fantasme que de la réalité dans le monde des Moldus, mais en tout cas c'est leur réputation internationale. Après les réputations, on sait évidemment ce que ça vaut. Ce qui est également intéressant, c'est que nous apprenons l'existence d'un ministère japonais de la magie, à l'instar de ce que l'on trouve dans la majorité des pays pour le monde magique. À ce stade, il n'y a que les États-Unis qui ne disposent pas d'un ministère de la magie, mais d'un congrès magique, et non pas d'un ministre, mais d'une présidente de ce même congrès magique. J.K. Rowling, comme pour la Grande-Bretagne, fait donc le choix de mettre de côté la monarchie
Musashi, en l'occurrence la famille impériale japonaise, dont on connaît la discrétion d'ailleurs dans notre monde des Moldus. Récemment, nous vous faisions une vidéo sur les liens entre J.K. Rowling et la famille royale du Royaume-Uni. À l'instar de ce qu'il se passe dans Harry Potter, il y a très peu de probabilité de voir le monde de la magie se préoccuper d'une quelconque famille royale ou impériale. Pour en revenir à Mao Tokoro, on sait qu'elle est réputée à travers le monde magique pour ses réussites académiques et son enseignement de très haute qualité. Là aussi, J.K. Rowling prend pour base l'excellence reconnue du système éducatif japonais dans le monde des Moldus pour nourrir la réputation de son école de sorcellerie, ce qui est pour le coup évidemment très malin. On sait que les Japonais sont particulièrement attentifs à l'éducation des enfants et perpétuent cela depuis des siècles. Ceci explique notamment les très bons résultats des grandes écoles japonaises dans les classements mondiaux au niveau des Moldus. Mao Tokoro est donc, on l'imagine, une école capable de rivaliser avec Poudlard. On a d'ailleurs presque du mal à imaginer que des professeurs aussi peu conventionnels que Gilderoy Lockhart ou Dolores Umbridge pourraient avoir une place dans un encadrement éducatif de Mao Tokoro, dont on imagine les caractéristiques comme étant particulièrement strictes, précises et qualitatives. On sait aussi que Mao Tokoro a gagné ses lettres de noblesse dans un jeu pour le coup très occidental qui est le Quidditch. Ce n'est d'ailleurs absolument pas la première fois que nous entendons parler de la présence des Japonais dans le monde du Quidditch, puisque pour les moins jeunes d'entre nous, vous vous souviendrez de la présence du Japon dans le formidable jeu vidéo Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch, sorti dans les années 2000. Cette compétition nous permettait effectivement de découvrir les méthodes très particulières des Japonais dans ce tournoi mondial de haut vol. De l'apparition de Quidditch au Japon, nous ne savons pas grand-chose en réalité. La légende raconte qu'il aurait été importé par quelques élèves de Poudlard qui se seraient rendus au Japon de manière très inattendue, dans la mesure où ces jeunes élèves, un peu impétueux, peut-être des ancêtres, qui sait, des maraudeurs, s'étaient lancés comme défi de faire le tour de la planète emballée. Se rendant compte que les éléments allaient vite être contre eux, ils furent sauvés par des sorciers de Mao Tokoro qui avaient utilisé des techniques d'analyse des mouvements des planètes. C'est à cette période, soi-disant, que le Quidditch aurait fait son apparition au Japon. J.K. Rowling nous apprend d'ailleurs que les Japonais seraient d'ailleurs absolument excellents car forcément l'encadrement éducatif de Mao Tokoro aurait fait de l'enseignement du Quidditch non pas une pratique distractive, mais bel et bien quelque chose faisant partie intégrante du programme de travail de l'école. On sait que les entraînements se déroulent par tous les temps et surtout dans un contexte où ils ont croisé en fait des avions de tourisme venant notamment d'une base aérienne moldue située sur l'île voisine. Ceci venant donc, on va dire, flirter avec les dangers relatifs à l'application du Code international du secret magique. Les Japonais sont reconnus pour leur force, leur célérité, mais aussi leur furtivité permettant de briser les lignes de défense ennemies. Bon, en réalité tout cela est probablement en fait une légende ou un fantasme. On sait à quel point J.K. Rowling apprécie le rugby et nous n'avons encore jamais vu par exemple les Japonais mettre une raclée à l'Écosse, sauf en 2019 avec un petit essai d'écart, mais voilà, on va dire que c'était une petite bévue. Vous l'aurez compris, Mao Tokoro est donc une école très très différente de celle que nous connaissons déjà et qui n'a pas vraiment entre guillemets de points communs avec ce que nous connaissons au travers des romans Harry Potter et des films des animaux fantastiques. En l'occurrence, il s'agit d'une école qui répond à des standards tout à fait différents car elle appartient à une culture en fait tout à fait différente aussi. Et c'est en cela, si vous voulez, que J.K. Rowling est capable à chaque fois de nous faire transporter dans un univers tout à fait différent et de s'adapter aussi aux coutumes locales. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'elle sait particulièrement bien faire et qu'elle sait particulièrement bien mettre en musique. Nous, pour le coup, il est évident que Mao Tokoro, c'est une école qui nous intéresse. On aimerait voir évidemment comment ça pourrait s'inscrire dans les animaux fantastiques. Après, bon, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que nous en sommes au 3e film des animaux fantastiques. Et à ce stade, mis à part Poudlard, nous n'avons découvert aucune autre école de magie, mis à part dans les notes mises à disposition pour ce qui concerne par exemple Ilvermorny dans le cadre de la sortie du premier film des animaux fantastiques où il y a aussi un certain nombre de références dans les dialogues à cette école. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ni dans le 2 ni dans le 3, nous nous sommes rendus par exemple à Beaubaton ou dans une autre école qui aurait pu être par exemple d'Armstrong ou je ne sais pas quoi. En l'occurrence, c'est vrai que pour l'instant, on reste un petit peu bloqué au niveau des écoles alors qu'il y aurait véritablement tout un pan peut-être à développer et que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Alors après, est-ce que ça pourrait être visé par une éventuelle série de HBO, etc. Tout est possible. Il faut juste voir évidemment comment les choses peuvent évoluer. Donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous, vous, si vous auriez aimé en savoir un petit peu plus sur Mao Tokoro. Est-ce que c'est une école qui vous intéresse? Est-ce que vous préférez plutôt les écoles aux standards européennes ou américaines comme
c'est le cas par exemple pour Beaubaton ou Ilvermorny, ça nous intéresse d'en discuter avec vous. Et on se retrouve donc dès samedi prochain pour notre tout premier vlog à Universal Studios en Floride. On espère vraiment que ça vous plaira. On va essayer d'organiser, on vous en parle sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, une petite séance en live pour vous dévoiler ce premier vlog qui durera un petit peu longtemps. Il durera à peu près 1 heure, mais on a vraiment voulu vous faire découvrir de fond en comble un petit peu tout l'univers de ce monde magique en fait qu'on peut retrouver au Universal Studios en Floride à Orlando. Nous, ça nous intéressait vraiment effectivement de vous transmettre un petit peu tout ce qu'on connaissait sur le land et les détails, etc. et vraiment vous faire visiter tout ce qu'on pouvait vous faire visiter. Ce sera une série normalement de 4 vlogs, donc il y en aura un a priori tous les samedis à partir de samedi prochain. On espère en tout cas tenir le choc au niveau des montages, mais on va essayer. Et donc on se retrouve très très bientôt pour plein de nouvelles aventures sur le monde magique.